Bonjour à toutes et à toutes. Alors, actualité oblige, cette semaine je publie deux vidéos de commentaires d'actualité. La première, vous l'avez vu certainement, c'est la radicalisation au sein des forces de police et surtout de la DGIC, la sécurité intérieure. La seconde est, je vais la consacrer au thème du moment, au thème chaud du moment, c'est le Brexit. Un choc pour qui? Un choc pour l'Europe, pour le Royaume-Uni, pour l'humanité. C'est ce que je vais essayer d'explorer ensemble avec vous d'une manière calme et argumentée. Un choc évidemment pour l'Europe de Mme Merkel, pour l'Union européenne, pour la technocratie de Mme Merkel-Macron. Toute cette caste politique qui est une caste qui a des affiliations qui rayonnent en France, dans le cadre de notre gouvernement actuel, mais aussi qui a des ramifications dans toute l'Europe. C'est cette Europe de l'intransigeance, cette Europe qui a martyrisé l'Angleterre pendant 3 ans. Le mot martyrisé est un peu fort, mais qui a rendu la vie difficile, qui a mis les bâtons dans les roues l'Angleterre pendant 3 ans, pour rendre apocalyptique la perspective d'un Brexit, qui, je le signale, est un processus, et le fruit d'un processus démocratique. C'est pas un coup d'État le Brexit. C'est cette Europe-là qui prend une claque. C'est le leadership merkelien, j'allais dire, voire Macron-merkelien, surtout merkelien parce que l'Allemagne, cette Allemagne-là de Merkel est aux commandes de l'Europe depuis une dizaine d'années et elle a réussi quand même la prouesse de laisser partir le Royaume-Uni. Ce n'est pas la Grèce qui est partie, ce n'est pas Chypre qui est partie, c'est, je sais pas, la Roumanie, avec tous mes respects pour ces peuples que j'estime comme des peuples frères, sont des peuples méditerranéens, et latin dans le cas de la Roumanie. Non, c'est la Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni, c'est le président du G7, c'est la City qui est partie. Effectivement, c'est un choc, d'un traumatisme, d'un cataclysme. On le voyait venir, mais on l'a empiré par l'entêtement, la volonté de se venger du peuple anglais en lui rendant la vie difficile depuis 3 ans, en l'humiliant, le maltraitant. Voilà. Donc ça, c'est un Royaume-Uni 1, Macron, Merkel, Bruxelles, technocratie européenne 0. Cette Union européenne aujourd'hui, elle est réellement, je sais pas, elle n'est pas à l'agonie, mais elle est très mal en point. Parce qu'il n'y a pas que le Royaume-Uni qui lui donne une baffe, c'est plusieurs zones importantes de la civilisation occidentale et même zones du monde. Vous avez toute la partie orientale de l'Europe et la Russie, qui n'est pas dans l'Europe de Bruxelles, mais qui est Europe. Il n'y a pas d'Europe sans Russie. Il faut regarder le ballet russe ou la littérature russe pour comprendre qu'ils sont européens. Et bien toute cette partie-là, l'Europe orientale, centrale, la Russie, qui est tout à fait désenchantée par rapport au projet européen. Parce qu'ils voient les attentats en France, ils voient en France, en Allemagne, en Hollande, Belgique, Espagne, ils voient progression du crime organisé dans l'espace Schengen, ils voient les banlieues françaises qui sont des endroits droit, ils ont, et là les médias exagèrent, je l'admets, l'impression que la France s'islamise à grands pas, c'est exagéré, mais bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis ils voient une espèce de débâcle du leadership européen, quand même, si on était gouverné par des équivalents de Kennedy, de Gaulle ou Churchill, ça saurait. En tout cas en France ou en Angleterre, en France ou en Allemagne, ça saurait. C'est pas le cas. Et les gens sont pas bêtes, tout se sait maintenant. Et les Russes, les Polonais, les Tchèques le savent. Ils savent bien qu'on nous sommes très mal gouvernés. Donc il y a eu des affections par rapport au projet européen. Les Russes ne rêvent plus de baisser la tête, d'entrer dans la discipline européenne, de se soumettre à l'Union européenne, d'en faire partie. Et les gens de l'Est, ils ont formé le groupe de Visegrad et puis ils se rebellent de plus en plus ouvertement. Vous avez les Turcs qui donnent des baffes maintenant à l'Union européenne par médias interposés, Erdogan, l'histoire de l'OTAN, la mort cérébrale, bon je ne m'étends pas là-dessus. Puis vous avez même à l'intérieur de l'Union européenne les Ibériques, l'Espagne, le Portugal, qui sont de plus en plus mal à l'aise au sein de l'Europe. Bon, ils n'arrivent pas à le formaliser parce que nous ne les écoutons pas. Nous sommes tous Brexit et orientés Berlin, puis on regarde vers Trump, c'est normal, on regarde vers les gens qui pèsent le plus lourd sur notre destin, les États-Unis, l'Allemagne, et le pays du G7 qui s'en va, c'est le Royaume-Uni. Mais l'Espagne et le Portugal ne sont pas du tout contents de la manière dont l'Europe est gérée. Ils ne peuvent pas se permettre un Brexit, puisque, je sais pas moi, un Libérexit, comme on pourrait dire, puisqu'ils sont trop pauvres pour ça, et puis ils ont besoin encore de l'Union européenne, et puis ils ne sont pas gouvernés par des gens qui peuvent se permettre de faire un référendum de sortie de l'Union européenne. Même les peuples ne veulent pas sortir. L'Europe leur a beaucoup apporté, notamment en Espagne, et surtout en Espagne, j'ai l'impression. Puisque l'Espagne sortait de la dictature traumatisante de Franco, et l'Europe a permis de stabiliser le pays, d'éviter une autre guerre civile
de vengeance entre les exilés socialistes, on va dire, de gauche, et les gens qui sont restés, qui ont collaboré avec Franco, c'était les gens de droite. Donc l'Europe a rendu un énorme service au peuple espagnol. Mais l'Espagne et le Portugal ne sont pas contents parce que ce sont des pays périphériques par rapport à l'axe franco-allemand. Ils souffrent de plus en plus de voir l'Allemagne orienter l'Europe, la tordre vers l'Est, c'est-à-dire vers l'hinterland de l'industrie allemande, donc la partie Europe centrale et orientale. Et puis, l'Allemagne ne rêve que du Grand Est et de la Baltique, parce qu'elle a besoin du gaz russe, de la profondeur stratégique de la Russie. C'est normal, je n'en veux pas. Le problème, c'est que cette politique-là s'impose à l'agenda européen. Et quand, je ne sais pas moi, la mairie de Lisbonne veut collaborer avec la mairie de Casablanca pour des échanges d'étudiants ou de bonnes pratiques, je ne sais pas moi, dans la lutte contre la désertification ou le dessalement de l'eau, ben, il faut qu'il passe par Bruxelles, il y a la règle des 28, il y a la bureaucratie européenne, et les formulaires en 28 langues et tout, c'est délirant. Il y a des problèmes aujourd'hui qui ne sont pas pris en compte par l'Union européenne, notamment les problèmes de Portugal, Espagne, Maroc, Sénégal, toute cette partie-là, qui ont des problèmes très particuliers, désertification, immigration, manque d'eau, retard industriel, routes commerciales, narcotrafic, toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte suffisamment par l'Union européenne puisque tout est remis à la sauce des 28, donc il faut demander à un Letton, un Finlandais ou un Hongrois ce qu'il pense de la politique de collaboration entre, je ne sais pas moi, la région de Tanger et Hoceima au Maroc et la région andalouse. Je suis désolé, un Letton n'a rien à dire là-dedans. Ou un Hongrois ou un Bulgare. Il faut que ça se règle localement. Or, l'Union européenne est un carcan bureaucratique, elle ne permet pas ça. Donc il y a une désaffection aussi au niveau des élites du Sud, des élites ibériques notamment, qui ne le formalisent pas aussi clairement que je le fais. Il y a aussi le problème pour l'Espagne avec l'Amérique latine. L'Espagne rêve d'être le pont de l'Europe vers l'Amérique latine, mais Bruxelles l'empêche, pour plein de raisons bureaucratiques. Et là, il y a des chances qui sont perdues. Parce que nous laissons l'Amérique latine un peu naviguer toute seule entre l'amour-haine pour les États-Unis et les infiltrations d'autres forces, notamment de la Russie ou de la Chine. Et là, c'est un autre sujet. Donc, il y a plusieurs crises, il n'y a pas que le Brexit, hein, il y a plusieurs départs, même mentaux et affectifs. Il y a plusieurs sécessions, il y a plusieurs désaffections, désenchantements qui ne sont pas seulement de l'ordre du Brexit. Hein. Les Russes, les Ibériques, les pays de l'Est, la Turquie, qui aurait pu croire que la Turquie allait donner des débat par l'Union européenne. Le peuple turc qui ne cessait de rêver de devenir européen. Et on peut filer la métaphore avec d'autres régions du monde. Alors je vous dis, moi je ne suis pas tout à fait sévère avec l'Union européenne parce qu'elle a quand même beaucoup de bienfaits. Son principal bienfait, c'est qu'elle a appris aux gens à travailler ensemble. C'est comme l'OTAN, on peut cracher sur l'OTAN, et monsieur Macron a raison de dire que l'OTAN est en état de mort cérébrale, mais l'OTAN est la moins mauvaise des alliances militaires, puisqu'elle sait faire une logistique aboutie entre plusieurs pays, plusieurs armées, plusieurs cultures militaires, plusieurs langues, plusieurs normes de transmission et d'échange de données, sans tir ami. C'est-à-dire que si vous envoyez des gens de l'OTAN faire une opération, peut-être qu'ils ne gagneront pas la guerre, mais vous êtes à peu près sûr qu'ils ne vont pas se tirer les uns contre les autres, ce qui n'est pas évident à plusieurs. Donc l'Europe a appris ça aux Européens, ça met du temps, il faut sédimenter les connaissances, les savoir-faire, ça dure depuis 1955 et là je tire mon chapeau à l'Union européenne. Mais le problème c'est que dans la collaboration, comme je vous dis, c'est un processus qui est cumulatif et là on arrive dans le noyau de la collaboration qui est la souveraineté. Je suis le premier à dire que l'Europe est une plaisanterie par rapport au crime organisé, à l'immigration, c'est une plaisanterie. Schengen c'est une plaisanterie. Frontex, tout ça, enfin, on est minable. Le problème, c'est que la conséquence directe, si on veut résoudre le problème de manière la plus logique, la plus naturelle, ce serait de transférer à l'Europe des pans de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que Europol devienne vraiment une police fédérale européenne, donc avec des compétences même sur le territoire français, et que Eurojust devienne un réel, je ne sais pas, un FBI européen, ou un ministère de la Justice européen, ou un parquet européen, je ne sais pas comment je pourrais le dire. Ça veut dire enlever encore plus des prérogatives à la justice française. Moi, le premier étant extrêmement allergique à la Cour européenne des droits de l'homme et à son aspect supranational qui est toujours dans un seul sens, toujours progressiste, anti-conservateur. Pourtant, si je suis cohérent avec moi-même, je devrais dire qu'il faut que Europol et Eurojust deviennent FBI et parquet européen, police fédérale et parquet européen. Donc enlever de la souveraineté à l'Union européenne. Vous aurez des types comme moi qui se lèveront le drapeau, diront non. Souveraineté, De Gaulle, État-nation, Europe des nations. Voilà, je fais mon autocritique moi aussi.
Parce que les thèmes sont compliqués. On n'est pas allé suffisamment. On n'est pas allé. En fait, on est allé trop loin, mais pas assez loin. Là, on est au milieu du gué. Soit on avance vers une sorte de fédéralisme, soit on fait quoi? Je ne sais pas s'il y a un retour en arrière. En tout cas, je pense qu'avant de parler de fédéralisme ou autre, ou de souveraineté, on ne peut plus faire comment dire, on peut plus avoir un trou noir qui s'appelle l'aspect civilisationnel. On ne peut plus faire la croix, on peut plus fermer les yeux sur l'Europe civilisation. On a fait un marché commun, c'est bien, le charbon, l'acier, on a essayé de faire la défense, ça n'a pas marché, donc on a été extrêmement pragmatique. On a maintenant une Europe des services, de l'économie, de la libre circulation des personnes, mais on n'a pas d'Europe civilisationnelle. Et ça, c'est un grand problème, parce que c'est dans la civilisation que l'on collabore. L'Europe est une très bonne école de la collaboration. On apprend à collaborer, à écouter autrui, la règle de l'unanimité, la majorité qualifiée, tout ça, c'est très bien. Parler une autre langue, il faut de la patience, il faut faire des réunions, tout ça, c'est très bien. L'Europe a permis de collaborer. Erasmus, tout ça, ça crée de la confiance. Or là, il nous faut un niveau de confiance beaucoup plus fort, parce que là, on parle vraiment de choses très sérieuses. Europol, Eurojust, demain, la défense européenne, le porte-avions européen ou autre. Et donc pour ça, on ne peut plus rester à ce niveau de confiance-là. Il faut parler de choses sérieuses, qui sont les valeurs, les attitudes, les croyances. Ça s'appelle la civilisation. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe est un marché commun civilisationnel depuis 1000 ans. L'Europe n'a pas attendu Schuman ou Merkel ou Delors pour devenir un marché commun des biens culturels. Et tant mieux. Ça, c'est l'héritage du catholicisme, du protestantisme, helléno-latin, romain. C'est le grand héritage de Charlemagne et je ne sais quoi, des grands empires. L'Europe est un espace homogène d'un point de vue civilisationnel. On n'a pas eu besoin de Schengen ou de la directive de je ne sais quoi pour devenir un pays, une civilisation cohérente et commune. De Moscou jusqu'à Faro au Portugal ou de l'Islande jusqu'à la pointe de la Bulgarie, les modes se transmettent, se diffusent spontanément. Le romantisme, le communisme, le capitalisme, la réforme. Vous tapez dans l'eau en Islande, quelqu'un ressent le nombre de chocs avec du retard, évidemment, des décennies peut-être. En Espagne, le baroque, la Renaissance, les philosophies allemandes, les Lumières, la démocratie, le phénomène révolutionnel s'est transmis naturellement en Europe. Pourquoi? Parce qu'il était dans une même civilisation. Bien sûr qu'il y a une civilisation française qui est différente de la civilisation espagnole, mais elles sont consubstantielles dans une très grande mesure. Pareil pour la civilisation russe, moscovite comme on disait à l'époque. Donc cet espace commun européen, ce marché unique, il existe, grâce à Dieu. Malgré nous, il existe. Maintenant, il faut le réactiver, il faut le reconnaître. Le grand absent de notre époque, c'est la civilisation. Nous avons donné un statut aux ONG, à la société civile, aux partis politiques, à Greta, aux joueurs de foot, à tout ce que vous voulez, au système de Bretton Woods. Voilà, un État vaut une voix, tout ça c'est bien. Mais nous avons oublié la civilisation. Et là, il ne faut pas être lecteur ou adepte de Huntington, il faut juste ouvrir les yeux. Nous avons une chance inouïe qui est la civilisation. Et qui permet de collaborer, de se faire confiance. Parce qu'on ne peut pas collaborer, créer de la valeur ensemble, résoudre des problèmes ensemble si on ne fait pas confiance. Or, l'Europe, de Faro jusqu'à Moscou, elle partage cette civilisation-là qui est l'ingrédient de la confiance. Ce qui n'existe pas entre le nord et le sud de la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée de Sarkozy, c'est une très bonne idée, il faut la réactiver, il faut la faire peut-être différemment, mais elle n'aura jamais la même richesse, la même intensité que l'Union européenne, que je souhaite, même l'Union européenne d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une collaboration qui est spontanée au sein de la même civilisation. Ça, c'est comme la nature humaine, c'est pas prêt de changer. Peut-être dans 500 000 ans, dans 1 million d'années, il y aura suffisamment de mutations génétiques pour que les gens de civilisations différentes collaborent spontanément. Pour le moment, la nature humaine étant ce qu'elle est, et il faut reconnaître les réalités. Donc voilà, j'appelle mes voeux à une reprise en compte, à une redécouverte, à une remise en valeur de l'Europe des civilisations, la civilisation européenne, qui est notre véritable marché commun. Je dis, les biens culturels voyagent spontanément en Europe. Regardez la comète nommée Renaissance, comment elle a trouvé le ciel de l'Europe spontanément, par les voyageurs italiens, les peintres, tout ça. Elle n'est pas partie en Turquie, elle n'est pas partie au Maroc ou à Abidjan. D'accord? Elle a traversé facilement la matière humaine qui lui était favorable, qui était la matière humaine européenne.
peu importe la langue. Je veux dire, en Europe, il y a une diversité de langues hallucinante, mais les gens partent de la même civilisation. Donc redécouvrons, réapproprions-nous cette mine d'or qui gise sous nos pieds que nous ignorons, si ce n'est nous méprisons, et vous verrez, on pourra envisager une nouvelle Europe qui ne sera pas une Europe de la frustration comme celle de Mme Merkel, M. Macron, Mme Merkel, mais une Europe réellement opérationnelle. Alors ça ne réglera pas tous les problèmes. Je ne pense pas qu'il y aura un jour une défense européenne. Elle restera nationale. Il y aura demain un deuxième porte-avions français ou franco-espagnol par exemple, mais il n'y aura pas de porte-avions européen. C'est pas grave. Mais on peut faire beaucoup plus au niveau de l'Europe sans faire le Frexit ou démanteler l'excellent travail, j'insiste dessus, qui a été fait par nos amis Schuman et autres depuis 1957. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, faites payer le péage comme on dit. Cliquez like, partagez-la et inscrivez-vous à ce canal. Merci beaucoup, au revoir.